Cette affaire a récemment captivé le Japon parce que des cas comme celui-ci sont vraiment une fois par décennie. Susukino, le quartier rouge de Sapporo, est généralement une zone sûre. Cependant, la véritable histoire que je m'apprête à vous raconter a remis en question cette réputation même et continue d'être discutée dans tout le Japon aujourd'hui. Avant de plonger, je suis votre hôte Victor, pas de correction nécessaire car c'est valide. Bienvenue à l'anatomie des crimes. Si vous aimez explorer le côté sombre de la nature humaine, donnez un pouce en l'air à cette vidéo pour soutenir mes efforts et abonnez-vous pour plus de véritables crimes à travers le monde. Allons-y, 2 juillet 2023. À 3 heures de l'après-midi, le personnel de l'hôtel Let's est devenu suspicieux lorsque les clients de la chambre 202 n'ont pas quitté bien après leur heure prévue. Après avoir frappé à la porte verrouillée de l'intérieur, ils n'ont reçu aucune réponse. Inquiets, ils sont entrés dans la chambre avec leur clé maîtresse, mais n'étaient pas prêts pour ce qu'ils ont découvert à l'intérieur, et cela resterait gravé dans leur esprit à jamais. Un corps masculin sans tête gisait accroupi dans la baignoire. Le corps était pâle, comme si le sang en avait été drainé, et il portait de multiples blessures par arme blanche, probablement un couteau. Pourtant, la tête était introuvable. La police est vite arrivée et a débuté une enquête poussée. Fait saisissant, malgré la scène macabre dans la salle de bain, aucune trace de sang n'a été découverte dans la chambre d'hôtel. En fait, la chambre semblait impeccable, comme si elle n'avait jamais été utilisée. Une fouille minutieuse de la scène n'a révélé aucune arme du crime ou autre indice. La victime a été identifiée comme Hitoshi Ura et sa famille avaient récemment déposé un rapport de personnes disparues. L'identification a été faite grâce aux empreintes digitales et à une cicatrice chirurgicale distinctive de son opération d'appendicite. Les enquêteurs se sont concentrés sur le suivi des derniers mouvements d'Ura et l'identification de la personne qui l'avait accompagné dans la chambre d'hôtel. Ils ont examiné les images de surveillance de l'hôtel et effectué une analyse médico-légale de la scène de crime. Ils ont questionné le personnel de l'hôtel et les témoins éventuels. Et ont retracé les mouvements de la victime jusqu'à sa mort. Hitoshi Ura était un salarié de 62 ans travaillant dans un emploi de col blanc dans un bureau à Aniwa, à environ 30 km de l'hôtel. Fait intéressant, il était aussi un travesti, un détail qui réapparaîtrait plus tard dans l'enquête. Une autopsie a révélé que Ura n'avait pas de blessure défensive, indiquant qu'il a probablement été pris au dépourvu. De l'alcool a été trouvé dans son système, et il était mort d'un choc hémorragique dû à de multiples blessures par arme blanche, y compris une profonde lacération près du cou. L'autopsie a conclu que sa tête avait été décapitée après la mort. L'heure du décès a été estimée à la nuit du 1er juillet ou au petit matin du 2 juillet. Hitoshi Ura s'était rendu à un événement disco avant d'aller à l'hôtel ce soir-là. On a découvert qu'il avait voyagé en voiture de sa maison à Aniwa jusqu'à Sapporo, à environ 30 km de distance. Son véhicule a été retrouvé plus tard dans un parking à proximité de l'hôtel. Des témoins se souviennent avoir vu Hitoshi à l'événement. Je pense qu'il était déguisé en Lady Gaga et il a attiré l'attention avec ses vêtements brillants et son sac brillant. Il est généralement une personne tranquille, mais quand il change de costume, il se fond dans l'environnement disco et devient une personne très sociable. Je ne l'aurais jamais cru dans la soixantaine. D'après les images de surveillance, Hitoshi est arrivé à l'hôtel à 10h50 le soir du 1er juillet, accompagné d'une femme aux cheveux blonds, portant un chapeau de pêcheur et un masque facial. Ils sont entrés ensemble dans la chambre 202. Trois heures plus tard, vers 2 heures du matin le 2 juillet, une vidéo de surveillance a capturé une petite femme aux cheveux blonds, entièrement vêtue de noir avec un petit sac à dos, quittant rapidement l'hôtel tout en tirant une grande valise noire. Elle a été récupérée par une voiture argentée vers 2h15 du matin. Il est crucial de noter que lorsque le personnel de l'hôtel est entré dans la chambre 202, toutes les ouvertures étaient verrouillées.
Qui était cette femme mystérieuse qui était entrée dans la chambre d'hôtel avec Hitoshi? La nature du crime était glaçante. Décapiter un corps aussi proprement n'est pas une mince affaire, compte tenu de la musculature complexe et de la structure osseuse. Les experts médico-légaux ont supposé que l'auteur pourrait posséder des connaissances médicales ou avoir déjà eu une familiarité avec un tel acte auparavant. 24 juillet 2023. La police a fait une percée 3 semaines plus tard. Ils ont identifié la femme sur les images de surveillance comme étant Runa Tamura, âgée de 29 ans, en se basant sur ses traits et les comptes de médias sociaux de Hitoshi. La police a perquisitionné la résidence de la famille Tamura à Hatsubitsu. La police n'était pas préparée à ce qu'elle allait découvrir. La maison était remplie de déchets et une odeur accablante. Dans la salle de bain au 2e étage, ils ont découvert une tête humaine en décomposition, présumée être celle de Hitoshi, ainsi que ses affaires. Ils ont également trouvé la tenue noire et la perruque blonde vue dans les images de surveillance, ainsi que de nombreux objets tachés de sang, dont 20 couteaux et 4 scies, dont plusieurs se trouvèrent dans la chambre de Runa. Au total, la police a recueilli 42 cartons de preuves. Peu de temps avant le meurtre, Runa avait acheté des couteaux, des scies, un imperméable, une perruque blonde, des menottes de jouets, de la crème dépilatoire et la valise noire qu'elle a utilisée. Une caméra de surveillance de magasin a tout enregistré. Son père, Osamu Tamura, avait payé ses articles avec sa propre carte de crédit. De plus, les smartphones des 3 membres de la famille ont révélé un historique de recherche pour le meurtre de Susukino entre le moment où Runa a quitté l'hôtel le 2 juillet et environ 3h de l'après-midi lorsque le corps a été découvert. Avec toutes ces preuves suspectes, la police pensait que toute la famille Tamura pourrait être impliquée et ils ont arrêté les 3 membres. Osamu Tamura, le père de Runa, un psychiatre très respecté et le chef du département de psychiatrie. Hiroko Tamura, mère de Runa, femme au foyer à temps partiel. Runa Tamura, la fille au chômage de 29 ans. Suite à leur arrestation, le grand-père de Runa s'est adressé aux médias, affirmant que Hitoshi avait précédemment fait du tort à Runa et que c'était sa façon de se venger. Mais qu'est-ce que Hitoshi avait exactement fait? Était-ce vraiment aussi simple ou y avait-il plus que ce que l'on voit? Eh bien, les détectives et toute la nation n'étaient pas prêts pour ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir. Vous rappelez-vous de la voiture argentée qui a pris Runa à l'hôtel à 2h15 du matin? Il s'avère que le conducteur était son propre père, Osamu. La question est, que faisait-il en récupérant sa fille d'un Love Hotel? Et était-il au courant que sa fille avait une tête humaine fraîche dans sa valise? Il s'avère que la famille n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. La tête était conservée chez eux et il y a des soupçons que la mère et le père étaient au courant et même complices dans la dissimulation. Sans parler de l'historique de recherche du meurtre de Susukino sur tous leurs smartphones, même avant que le corps ne soit découvert, indiquant qu'ils cherchaient des nouvelles du crime. La mère de Runa était soupçonnée d'avoir eu connaissance du crime à l'avance et de l'avoir aidé à cacher la tête chez eux. L'arrestation de la famille a choqué les proches et l'entourage. Ils avaient du mal à croire que cette famille apparemment polie et serviable puisse être liée à un crime aussi violent. Et c'est pourquoi le parquet poursuit des accusations contre les 3 membres de la famille. Le père est médecin et la mère adore le jardinage. J'ai une fois vu la fille aux cheveux longs se promener avec sa mère. On dirait qu'elle s'entendait très bien. Il semblait être une famille impeccable et parfaite de 3 membres. Selon un résident proche de la maison Tamura. Cependant, les voisins ont remarqué qu'Osamu Tamura agissait étrangement les jours précédant son arrestation. Il rentrait chez lui pour repartir presque immédiatement, souvent vu en train de manger des repas bento de magasins de proximité dans sa voiture et passer des heures assis à l'intérieur après être rentré chez lui. Alors que la police examinait de plus près l'histoire de la famille, parlant à des amis et à des connaissances, ils ont commencé à dresser un tableau plus complexe des Tomura. Voyez, Osamu Tomura n'était pas seulement un psychiatre respecté, mais aussi une figure de la communauté connue pour sa serviabilité. Il était musicien et a toujours privilégié sa famille. Sa femme, Hiroko Tomura, était décrite comme une femme douce qui avait travaillé dans une galerie d'art avant de se consacrer aux tâches ménagères après la naissance de Runa. Hiroko était artistique et avait une passion pour le jardinage. Les 2 parents étaient farouchement protecteurs de Runa, leur unique enfant, la couvrant d'amour et d'attention. Osamu a même nommé sa chaîne YouTube d'après elle. Un bijoutier souvent visité par les parents a mentionné comment ces derniers achetaient des gemmes et des bijoux pour leur fille qui avait une affection pour les pierres précieuses. Il parlait toujours d'elle avec affection, dressant le portrait d'une famille aimante. Contrairement à ses parents, Runa avait une réputation troublée. Elle a arrêté d'aller à l'école après le primaire et l'un de ses anciens camarades de classe se souvient qu'elle se montrait rarement après avoir changé d'école en 4e ou 5e année. Quand elle y assistait, elle était souvent silencieuse et renfermée, ne parvenant pas à s'engager avec ses pairs.
Un incident en particulier, un événement troublant, a retenu l'attention. Je lui ai dit qu'elle ressemblait à un personnage d'anime. Et puis elle a soudainement sauté sur moi, tenant un cutter à mon cou. Malgré les efforts de ses amis pour la retenir, elle a menacé de le poignarder s'il répétait ses propos. Je crois vraiment qu'elle allait le faire. En vieillissant, Runa a eu du mal à maintenir un emploi. Selon un camarade de classe, à l'âge adulte, elle était une fille tranquille avec une vision unique du monde. Alors que le camarade de classe admirait la profession de son père, il a noté que Runa pouvait être égoïste et semblait dominer son foyer. Les voisins ont mentionné que Runa ne souriait vraiment pas et semblait sans émotion et récemment, ils ne l'avaient pas vue du tout. Son indépendance a suscité des inquiétudes tout au long de son éducation. Une connaissance a révélé que Runa était mentalement instable, sans emploi. Mais ce que les détectives ont découvert ensuite a été considéré comme extrêmement étrange. La famille Tamura était loin d'être ordinaire. Les détectives ont découvert une dynamique tordue dans cette famille en apparence parfaite. Runa a eu une enfance et une éducation normale, avec 2 parents aimants qui soutenaient ses intérêts, y compris son amour pour Harry Potter. Des amis étaient même invités chez elle pour jouer. Toutefois, en 9e année, elle a totalement délaissé l'école, devenant de plus en plus isolée. Serena a commencé à adopter diverses identités, se faisant appeler Cynthia entre autres. Elle affirmait être possédée par plusieurs esprits, et conversait même avec un petit ami tueur en série imaginaire. Elle a organisé une cérémonie de mariage fictive avec ce personnage, en présence de ses parents. Avec le temps, le comportement de Runa a atteint des niveaux alarmants. Elle hurlait de manière incontrôlable et avait tenté de se faire du mal 6 ans auparavant. Préoccupée par son bien-être, Osamu a amené Runa pour une évaluation, ce qui a conduit à son diagnostic de schizophrénie et de troubles de la personnalité multiple. Ce diagnostic l'a rendue éligible à l'aide aux personnes handicapées de la part du gouvernement. Plus tard, elle a également été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, mais a finalement arrêté d'assister à ses rendez-vous, optant uniquement pour des antidépresseurs après avoir affirmé qu'elle se sentait mal avec son médicament prescrit. Peut-être que c'était par peur de ses éclats de colère et de son état mental fragile que ses parents cédaient à tous ses caprices. Quoi que Runa voulait, il le fournissait, lui donnant effectivement un chèque en blanc. Il paraissait vouloir lui faire plaisir, mais cela allait plus loin. Dans leur foyer, ses parents ne l'appelaient pas simplement par son nom, ils la désignaient comme une josun, un terme sans équivalent direct en anglais, mais désignant une dignitaire estimée. Ce choix de langage illustrait une hiérarchie troublante, ses parents s'inclinant figurativement devant leur propre fille. En revanche, Runa ne s'adressait pas à sa famille avec le moindre respect. Elle désignait son père comme son chauffeur. Chaque fois qu'il était disponible, il l'emmenait où elle voulait aller, y compris la déposer et la récupérer dans les clubs, passant souvent toute la nuit dehors avec elle. Alors que l'on pourrait soutenir qu'il faisait cela pour garder un œil attentif sur elle, la police a découvert des aspects plus déroutants des règles et comportements étranges au sein du foyer Tamura. Autour de la maison, plusieurs copies d'un serment d'esclave étaient affichées. Le serment comprenait des déclarations de la mère se déclarant esclave et un rappel de sa position. Elle ne devait pas gaspiller le temps de la princesse ni être gaspilleuse avec l'argent ou le gaz. Lorsqu'on les a interrogés sur l'énorme tas d'ordures dans leur maison, les parents ont expliqué qu'ils avaient un accord pour ne pas toucher aux affaires de la fille. L'accumulation était si importante que les parents avaient à peine un endroit pour dormir. Hiroko dormait dans l'espace exigu du salon, tandis qu'Osamu se résignait à dormir à l'extérieur dans des cybercafés. La mère envoyait également constamment des textos à son père sur le bien-être et la situation de leur fille. Mais il y avait des moments où la mère manipulait les affaires de Runa, ce qui provoquait la colère de sa fille. Dans une telle explosion, Runa a exigé que son père vende sa mère en prostitution comme punition. À une autre occasion, elle a tenté d'étrangler son propre père pendant qu'il conduisait, irrité par un problème trivial. Chaque fois, les parents acceptèrent ce comportement, craignant l'impact sur l'état mental fragile de Runa s'ils ne le faisaient pas. Ils s'excusaient auprès d'elle une fois qu'elle s'était calmée, renforçant involontairement son comportement volatile. Découvrons maintenant comment Hitoshi, la victime, a fait la connaissance de Runa. En mai 2023, Runa a exprimé le désir d'assister à une fête dans un club et, normalement, son père l'y emmenait. C'est dans ce club qu'elle a rencontré Hitoshi. Presque instantanément, il se faisait des avances et se prenait dans les bras. Apparemment, il était plus facile pour Hitoshi d'approcher les femmes et d'être tactile avec elles parce qu'il aimait aussi se déguiser en femme. Tout au long de la nuit, le père de Runa a gardé un œil vigilant à distance mais n'est jamais intervenu. Runa a quitté le club avec Hitoshi pour aller dans un love hotel. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les love hotels sont des hébergements temporaires où les gens s'engagent dans des rencontres intimes. Mais cela soulève la question, combien de pères regarderaient leur fille flirter avec un inconnu dans un club, puis la laisseraient partir avec cet inconnu dans un love hotel?
Il n'est pas clair si Osamu l'a conduite là-bas lui-même, mais ce qui est certain, c'est que Runa est retournée à la voiture de son père. Soi-disant, elle était en colère parce que Hitoshi n'avait pas utilisé de protection comme il l'avait convenu auparavant et elle avait l'impression d'avoir été exploitée. Elle a exigé que son père l'emmène obtenir le plan B et était furieuse tout le long du chemin et c'est ce qui a déclenché son désir de vengeance. Ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel reste flou. D'après sa famille, elle était une victime. Avance rapide jusqu'en juin 2023, Bruna, accompagnée de nouveau par son père, a commencé à chercher Hitoshi dans les bars et clubs locaux. Elle finit par le trouver et obtint ses coordonnées, le séduisant avec une proposition intrigante. Bruna a avoué un fantasme à Hitoshi, affirmant qu'il serait le partenaire parfait pour réaliser ses désirs. Elle a exprimé un intérêt pour explorer les fantasmes S&M en tant que dominatrice. Et Hitoshi? Intrigué, il a accepté de se rencontrer plus tard pour concrétiser ses fantasmes. La date a été fixée au 1er juillet 2023. Bruna a demandé à sa mère d'acheter de nouveaux jouets S&M pour elle. Elle en possédait déjà certains, mais elle en voulait de nouveaux. Encore une fois, on peut se demander combien de mères achèteraient un tel article pour leur fille. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver une telle décision? Bien qu'il ne soit pas clair exactement ce que Runa a acheté, on peut imaginer le type d'article utilisé dans ses pratiques. Mais la révélation la plus choquante est qu'en préparation de son prochain rendez-vous, Runa aurait prétendument pratiqué le S&M sur son propre père. On peut à peine le comprendre. Un respectable chef de psychiatrie enchaîné et soumis à Dieu, c'est quoi d'autre par sa propre fille? Comment a-t-il pu accepter ça? N'est-ce pas le genre de comportement qui renforce les illusions de sa fille? Surtout pour un professionnel formé qui devrait savoir mieux, je suis vraiment à court de mots. Avant cette date, les parents de Runa ont tenté de dissuader Hitoshi de la rencontrer par des messages. Il est incertain comment ils ont obtenu ses coordonnées, mais ils ont essayé d'entrer en contact. Mais, malgré leurs avertissements, Hitoshi a refusé de rompre les liens avec Runa et a insisté pour poursuivre leur rendez-vous. Pour mettre cela en perspective, Hitoshi avait 62 ans plus âgé que le propre père de Runa. Osamu était à l'époque... Soi-disant, il a rejeté les supplications des parents de Runa de ne pas aller à l'hôtel avec elle et de s'engager dans le S&M. Mais prenons un moment pour réfléchir à ces implications. Hitoshi était également un homme marié avec une femme et 2 fils adultes, mais il aimait se travestir et rencontrer des femmes dans les clubs. Des rumeurs circulaient qu'il avait été banni de plusieurs établissements pour être trop tactile. Il ne faisait pas non plus son âge et quand il se déguisait, on l'appelait souvent Tomo-chan car il ressemblait à l'ancienne membre de Akihabara-48 Itano Tomomi, une comparaison qu'il acceptait avec plaisir. Le 1er juillet 2023, Runa et Hitoshi sont arrivés à l'hôtel comme capturés par la circuit fermé de télévision et sont entrés ensemble dans la chambre. Bruna portait une perruque blonde, un chapeau noir, un masque et des vêtements décontractés et elle portait une grande valise. Hitoshi les a enregistrés dans un love hotel en utilisant la borne automatique. La médecine légale a confirmé plus tard que le lit n'avait pas été utilisé mais dans la salle de bain. Hitoshi a été attaqué plusieurs fois avec un couteau pliant. L'absence de blessures défensives suggérait qu'il avait été retenu pendant l'agression. Le coup fatal a été une lacération au cou. Après le décès de Hitoshi, Runa a placé la tête dans la valise qu'elle avait apportée puis a nettoyé la salle de bain. Pendant toute l'attaque, elle portait un imperméable qui a ensuite été retrouvé couvert de sang chez elle. À 2h du matin, le 2 juillet, Runa a été vue quittant l'hôtel seule, maintenant vêtue de noir et tirant sur sa valise. Elle a évité le contact visuel avec la caméra et un autre invité entrant dans l'hôtel et son père l'attendait dans la voiture argentée. Il est venu la chercher à 2h15 du matin et l'a ramenée chez lui. Compte tenu des multiples scénarios impliquant chaque membre de la famille avant le crime, les enquêteurs pensent qu'il devait avoir une connaissance préalable de cet acte prémédité. Considérez les points suivants. Les avertissements à Hitoshi de ne pas rencontrer Runa, la mère achetant des outils S&M, et Runa pratiquant réellement le S&M sur son père. Se pourrait-il que Runa voulait se venger de ce que Hitoshi lui avait fait un mois auparavant? Ou cette narration n'était-elle qu'une fabrication pour qu'elle puisse vivre ses fantasmes déviants, alors que sa famille non seulement s'était prêtée à ses illusions, mais l'avait réellement encouragée et amplifiée? Peut-être pensait-il que Hitoshi était la victime parfaite et n'ont rien fait pour arrêter leur fille. Comment un psychiatre qui traite d'autres personnes pour des problèmes de santé mentale peut-il avoir une fille qui est si loin, apparemment avec son propre encouragement? Les mots ironie et hypocrisie ne parviennent pas à saisir l'ampleur des échecs de cet homme lorsque sa vie personnelle était de comparer à ses réalisations professionnelles. Un jour plus tard, le 3 juin, Runa a davantage mutilé la tête en enlevant la peau.
Selon sa mère, elle croyait que Runa était simplement allée s'adonner au SM avec Hitoshi jusqu'à ce qu'elle découvre la tête écorchée de Hitoshi dans leur salle de bain. Runa a pris plusieurs photos de la tête avec son portable durant le processus. Malgré cette découverte horrifiante, ses parents n'ont rien fait. En fait, le 7 juillet, Runa a demandé à sa mère de venir la filmer en train de jouer avec la tête. Sa mère a hésité et a plutôt envoyé plusieurs messages textes à son mari, le pressant de rentrer immédiatement à la maison. Quand Osamu est rentré précipitamment du travail, il a endossé le rôle de vidéaste, filmant Runa alors qu'elle disséquait et démembrant davantage la tête, bougeant les globes oculaires, la langue, l'œsophage et la trachée. Plus précisément, il existe une vidéo d'elle en train d'enlever le globe oculaire droit avec la langue et les globes oculaires conservés dans des bocaux en verre pour spécimens. Ces images ont consolidé les charges contre elle, montrant Runa jouant avec la tête coupée tout en utilisant des gants, le tout sous l'œil vigilant de son propre père. Avançons rapidement jusqu'au 6 mars 2024. Le bureau du procureur public du district de Sapporo a inculpé Runa pour meurtre, mutilation de cadavres, possession de cadavres et abandon de cadavres. Son père, Osamu, a été accusé de complicité de meurtre, tandis que sa mère, Hiroko, a été accusée de complicité de mutilation et d'abandon de cadavres. Au tribunal, Hiroko a fondu en larmes, exprimant son impuissance, après avoir découvert la tête dans la salle de bain. Elle a nié toute implication ou connaissance du crime lui-même. À l'autre bout de la salle d'audience, la femme d'Hitoshi a décrit son défunt mari comme un mari et un père attentionné, racontant comment, lorsque la police préfectorale de Hokkaido l'a contactée pour identifier le corps. Elle avait répondu qu'elle le saurait en voyant son visage. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le détective dirait ensuite. Il n'a pas de tête. Le fils de Hitoshi a exprimé son incapacité à accepter que son père ait été assassiné de manière aussi cruelle et insensée. Il a décrit son père comme quelqu'un qui rendait les autres heureux, affirmant avec véhémence que Hitoshi n'agresserait jamais une femme. Runa a plaidé non coupable et son fils a eu du mal à comprendre comment Runa pouvait prendre la vie de son père, mais avait encore la possibilité de mener une existence normale. Au tribunal, Osamu s'est excusé en disant que les mots ne pouvaient exprimer ses sentiments. « Nous avons accompli un acte irréversible. Je suis tellement désolé. » En tant que psychiatre, il a expliqué qu'il avait pris la décision de ne pas nier les illusions de sa fille. Il a prétendu avoir tout essayé pour réaliser les souhaits de Runa dans l'espoir de stabiliser sa santé mentale, mais avait refusé de faire quoi que ce soit qui pourrait mettre sa vie en danger ou causer des problèmes à d'autres. Cependant, Osamu a admis qu'il avait lui-même conduit Runa à l'hôtel où l'incident s'est produit et était conscient de la possibilité qu'elle ait commis un meurtre. Lorsque l'avocat de la défense lui a demandé pourquoi il n'avait pas vérifié auprès de Runa, il a répondu « C'était si terrible que j'en suis resté sans voix ». En même temps, elle n'était pas elle-même. Elle était Cynthia et nous étions des étrangers. Je ne pensais pas que nos questions l'atteindraient. Osamu a expliqué qu'il n'a pas appelé la police parce qu'il avait l'impression de trahir sa fille en la dénonçant. Beaucoup au Japon ont commenté comment Hiroko et Osamu ont élevé un enfant du diable qui est ensuite devenu un monstre. Alors, qui est à blâmer pour ce crime? La responsabilité repose-t-elle uniquement sur Runa ou ses parents sont-ils complices? Et concernant la description de la victime, Hitoshi, par sa famille, il y a beaucoup à analyser ici. Typiquement, au Japon, le meurtre peut entraîner une peine de réclusion à perpétuité ou la peine de mort, en particulier dans les cas impliquant des actes odieux, surtout si le crime est prémédité. Runa risque d'être jugée folle ou plus probablement condamnée à la prison à vie si elle est reconnue coupable, étant donné la gravité du crime et les preuves à son encontre. Ses parents, Osamu et Hiroko, pourraient encourir des peines moins lourdes que Runa car ils sont accusés de complicité plutôt que de commettre directement le crime. Toutefois, le tribunal peut considérer les rôles dans l'incitation du comportement de Runa et l'omission de dénoncer le crime, ce qui pourrait affecter les peines. En définitive, le tribunal décidera des peines selon le procès et la discrétion du juge. Comme le procès est en cours, il est impossible de prédire les peines exactes à ce stade, mais je vous mettrai à jour dans mon post communautaire dès qu'il sera publié. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo, cela aide à la promouvoir sur YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de mon prochain contenu. Passez une excellente journée à tous.